Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur les maladies parodontales, les maladies générales. Je sais que par défaut, vous ne pouvez pas faire le cours avec le docteur Kerkouba sur les maladies parodontales. Donc, vous avez fait les étiologies des maladies parodontales, classification des maladies parodontales, et c'est suffisant pour comprendre la suite. Donc, pour le cours des maladies parodontales ou bien des parodontites, c'est les détails, c'est-à-dire les différentes, d'après la classification d'Armitage, les différentes formes cliniques que vous allez détailler un par un. Mais ça n'empêche pas de commencer par ce cours, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, nous allons faire le chapitre sur les maladies parodontales et les maladies générales, c'est-à-dire l'ensemble des liens qui existent entre les deux pathologies, c'est-à-dire d'ordre général, et les maladies parodontales que vous connaissez. Alors, le premier chapitre, il contient deux chapitres ce cours. Donc, vous avez l'influence des maladies systémiques sur les maladies parodontales. Et le deuxième chapitre qu'on va faire la prochaine fois va porter sur l'influence des maladies parodontales sur l'état général. Alors, commençons par l'influence des maladies systémiques sur les maladies parodontales. Alors, il est admis aujourd'hui que les maladies parodontales peuvent avoir une influence délétère sur certaines maladies systémiques et l'inverse. Certaines pathologies générales peuvent aggraver l'évolution et la sévérité des maladies parodontales. Nous allons voir, tout d'abord, nous allons faire un petit rappel sur ce qui est les maladies parodontales. Comme vous le savez, les maladies parodontales sont des maladies infectieuses à manifestation inflammatoire qui affectent les tissus de soutien de la dent que sont la gencive, le sciement, le saculaire et le descendante. Donc, ces maladies parodontales ont une étiologie multifactorielle, dont le facteur déclenchant direct qui est le biofilm bactérien. Donc, la présence des bactéries au sein d'une communauté bactérienne qui est le biofilm bactérien favorise l'initiation, l'installation et l'évolution de la maladie parodontale. Donc, ces maladies parodontales sont distinguées en deux types. Soit vous avez l'atteinte du parodonte superficiel qui est la gingivite et qui se manifeste cliniquement par le saignement, que ce soit un saignement spontané ou bien un saignement provoqué au brossage ou bien un contact avec un instrument ou bien avec un cure-dent. Donc, ce signe clinique qui est considéré comme le signe clinique précoce des maladies parodontales ou bien des gingivites. Donc, c'est le premier signe qui s'installera en premier avant même le changement de couleur qui est ce qu'on appelle l'érythème. L'érythème aussi, à côté du saignement, constitue il fait partie du tableau clinique des gingivites. Donc, une gingivite qui est l'inflammation de la gencive et qui prend les caractéristiques cliniques de toute inflammation du corps. Donc, vous avez aussi le changement de volume qui est l'œdème par l'augmentation de l'infiltration cellulaire. Donc, vous avez les liquides intracellulaires qui vont augmenter, donc par ce qu'on appelle le phénomène de passage passif ou bien de perméabilité. Donc, il y aura une augmentation de la perméabilité. Donc, il y aura passage jusqu'au tissu conjonctif et l'infiltration des différentes cellules constituant le tissu conjonctif gingival. Donc, cela va se traduire par ce qu'on appelle l'augmentation du volume, ou bien l'œdème, ou bien le gonflement de la gencive. Qu'est-ce que vous avez aussi comme signe clinique? Vous avez un changement de la texture gingivale, donc, qui est dû à l'œdème. Donc, la gencive va prendre un aspect lisse, brillant. Donc, il y aura absence de cette ce granité en peau d'orange, donc va disparaître. D'accord? Donc, tout cela va se traduire sur le plan histologique, c'est-à-dire sur le plan tissu profond. Donc, on a
on n'a pas au cours des gingivites, on n'observe pas une atteinte des tissus parodontaux profonds que sont l'os alvéolaire. Donc, vous n'avez pas de destruction de l'os alvéolaire. Donc, l'os alvéolaire reste sain, intact. Et la profondeur aussi de sondage, donc il n'y a pas de migration de l'attache épithéliale, donc l'attache épithéliale aussi, elle conserve sa position qui est généralement au niveau, en cas de parodonte sain et en cas d'une hygiène rigoureuse, va conserver sa position au niveau anatomique, au niveau de la jonction amélo-sémentaire. Donc, au cours d'une gingivite, on observe qu'une inflammation superficielle du parodonte qui est la gingivite. Donc, sans migration de la tache épithéliale, d'accord, en direction apicale. Donc, la tache épithéliale, elle va conserver sa position anatomique au niveau de la jonction amélo-sémentaire et vous pouvez observer ce qu'on appelle au cours du sondage, vous pouvez observer ce qu'on appelle les fosses poche parodontale. Comme vous le savez, la poche parodontale, j'espère que vous avez fait le cours, la poche parodontale qui est l'approfondissement du sondage, c'est-à-dire la migration de la tache épithéliale en direction apicale. C'est-à-dire quand on introduit une sonde parodontale dans le sulcus, qui est l'espace entre la gencive et la dent, là où la gencive ne fait pas contact avec la dent, là, vous allez trouver quand même une certaine profondeur qui dépasse les 3 mm. Donc, en cas de, ça c'est le signe clinique d'une parodontite. Mais là, on est encore dans le stade de gingivite, donc on n'a pas migration de cette attache épithéliale. Donc, et dans certains cas, l'œdème, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la gencive, va augmenter cet espace. Donc, cette augmentation ne va pas en direction apicale, mais plutôt de direction coronaire. Donc, quand vous introduisez la sonde parodontale, vous avez trouvé une hauteur de 3 mm ou plus. Donc, pour vous, c'est une poche parodontale, alors que réellement, ce n'est pas une poche parodontale, mais plutôt une fausse poche parodontale. C'est ce qu'on appelle la pseudopoche ou bien la poche gingivale. D'accord? Quant à la deuxième type, c'est si cette gingivite n'a pas été traitée, elle peut évoluer vers ce qu'on appelle la parodontite par extension de l'inflammation et des tissus et des sites pro-inflammatoires qui vont s'étendre jusqu'au tissu parodontaux profond, c'est-à-dire le desmodonte. Donc, il y aura ce qu'on appelle le trajet de l'inflammation qui va aller jusqu'à l'os alvéolaire qui va se traduire par un élargissement de l'espace desmodontal avec inflammation et destruction des fibres collagènes desmodontales et destruction plutôt de l'os alvéolaire, c'est-à-dire il y aura une petite lise osseuse qui va s'observer. Et donc, cette liste osseuse, cliniquement, va se traduire après la clinique, c'est-à-dire, tout d'abord, vous avez une installation de ce qu'on appelle ici, on est là, on a d'abord une installation de la poche parodontale, la vraie poche parodontale, c'est-à-dire augmentation de la profondeur du sondage. C'est-à-dire, quand vous introduisez votre sonde parodontale, vous allez trouver une profondeur qui dépasse les 4 mm. Et là, on est dans le stade de la parodontite qui se traduit par une lise de l'os alvéolaire qu'on découvre quand on fait quand on prend un cliché radiologique, c'est-à-dire on fait une radiographie, que ce soit une radiographie rétroalvéolaire, le petit cliché qui conserve une de 3 dents, ou bien une radiographie panoramique de toutes les dents, ou bien maxillaires et mandibulaires. Ça, c'est ce qu'on appelle le stade, comment s'installe la maladie parodontale. Voilà. Donc, à ce stade, il y aura une migration de l'attache épithéliale. Donc, le niveau d'attache, donc il y aura une perte de ce qu'on appelle une perte d'attache. Et là, l'attache épithéliale, au lieu qu'elle soit au niveau de sa jonction amélo-sémentaire, elle sera à un niveau plus profond en direction apicale. Quant aux étiologies des maladies parodontales, donc Wilski en 1936
a pu distinguer 3 facteurs étiologiques principaux dans l'initiation et le développement des maladies parodontales et même leur évolution. Donc, cet auteur a distingué les étiologies ou bien les facteurs locaux directs, les facteurs généraux et les facteurs constitutionnels. Quant aux facteurs locaux, donc, facteurs directs déclenchant, vous avez le biofilm bactérien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence des bactéries dans le biofilm bactérien vont générer ce qu'on appelle l'installation et de la maladie parodontale et qui sont favorisés par de multiples facteurs, ce qu'on appelle les facteurs favorisants comme les caries, le tartre, la mauvaise hygiène, les malpositions dentaires. Tous ces facteurs, c'est ce qu'on appelle des facteurs favorisants qui favorisent, en plus du biofilm bactérien, l'évolution de la maladie parodontale. On a aussi les facteurs indirects, qu'on appelle aussi les facteurs fonctionnels, comme par exemple la respiration buccale, qui provoque un dessèchement de la salive. Et donc, la salive, en petite quantité, ne peut pas jouer son rôle de défense avec l'apport de ce qu'on appelle les mucines, qui jouent un rôle dans l'élimination des micro-étrangers et des micro-organismes. Elle ne peut pas aussi jouer son rôle antimicrobien par l'élimination des micro-organismes qui pénètrent à l'intérieur des tissus parodontaux. Donc, cette respiration buccale constitue ce qu'on appelle un facteur fonctionnel indirect dans le déclenchement parodontal. Généraux, donc c'est le thème de notre désactiver vos microsécurités. Donc les facteurs généraux, donc on a certaines maladies générales peuvent avoir un retentissement sur l'état de santé parodontale et vice versa. Une maladie parodontale peut, autant que maladie infectieuse, peut avoir un retentissement sur l'état général du sujet. Les facteurs constitutionnels, nous avons l'âge. L'âge, donc, on a remarqué que le sujet, là, l'âge avant a été considéré comme prépondérant dans le développement de la maladie parodontale, c'est-à-dire qu'on peut observer la maladie parodontale chez beaucoup plus qu'on avance dans l'âge, plus la maladie parodontale augmente. Mais après l'avènement des dernières classifications, comme celle de l'Armitage et celle de 2017, donc, on ne considère plus l'âge comme un critère dans le développement d'une maladie parodontale. Pourquoi? Parce que la maladie parodontale peut s'observer à tout âge. Chez les sujets jeunes, c'est ce qu'on appelle les maladies juvéniles, les maladies agressives parodontales chez l'adolescent, les variations aussi hormonales au cours de la puberté. Donc, et vous avez les parodontites chroniques qui s'observent aussi beaucoup plus chez l'adulte. Donc, cette maladie parodontale est lié au tâche. Le sexe, certaines études épidémiologiques ont pu montrer que la maladie parodontale est fréquente beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Donc, vous avez 3 femmes pour un homme, un homme sur 3 femmes, voilà. Donc, pour le développement de la maladie parodontale, l'hérédité aussi. Donc, les facteurs héréditaires trouvent leur place ici dans le développement des maladies parodontales, c'est-à-dire il y a certaines ethnies, certaines familles qui sont prédisposées à avoir une maladie parodontale, surtout les formes agressives des maladies parodontales qui sont beaucoup plus liées à la présence de certains gènes qui sont transmis d'une génération à une autre. Donc, ce qui prouve le caractère héréditaire des maladies parodontales. Donc, quant aux maladies parodontales, j'ai dit tout à l'heure qu'il est admis aujourd'hui que les maladies parodontales peuvent avoir une influence sur les maladies générales et que certaines maladies générales, dans le sens contraire, les pathologies générales peuvent aggraver l'évolution et la sévérité des maladies parodontales. Donc, il s'agit là d'une relation qui est bidirectionnelle, qui va aller dans les deux sens. Donc, commençons tout d'abord par ce qu'on appelle la première maladie endocrinienne qui a été aussi déclarée dans la dernière classification des maladies parodontales, celle de l'Armitage de 1999.
et on avait mis que le diabète est considéré comme, comme un facteur de risque des maladies parodontales, et de même, la maladie parodontale représente la 6e complication du diabète à côté des complications micro- et macro-angiopathiques comme l'hypoglycémie, comme l'acidocitose, voilà, le coma hyperosmolaire, etc., qui sont les maladies cardiovasculaires, les micro- et macro-angiopathies, qui sont les complications du diabète. Donc, la maladie parodontale a aussi été considérée comme une complication du diabète. C'est-à-dire que le diabète, quand il est, le diabète sucré surtout, quand il est mal équilibré, quand on dit un diabète mal équilibré, c'est-à-dire que le taux d'hémoglobine qui est l'hémoglobine porteuse du glucose et qui est un paramètre biologique qui reflète l'équilibre glycémique du sujet pendant 2 ou 3 derniers mois. Donc, à côté de la glycémie à jeun, vous avez la glycémie à jeun qui permet le diagnostic du diabète. Donc, quand vous avez trouvé une valeur qui est supérieure à 1,26, là, vous êtes diabétique. Maintenant, quand le diabète est diagnostiqué, c'est-à-dire que le sujet est traité et prend soit des glycophages, ce qu'on appelle des comprimés, ou bien il est insulino-dépendant, comme par exemple le type 1, là, si par exemple la dose d'insuline ou bien le patient ne respecte pas son régime alimentaire, il prend des sucreries, etc., il saute les repas, là, ça va générer ce qu'on appelle un déséquilibre de la glycémie. Donc, ce déséquilibre glycémique va se retentir au niveau de la cavité buccale. À côté, bien sûr, du biofilm bactérien qui est un facteur déclenché, va générer ce qu'on appelle l'accentuation des phénomènes inflammatoires par l'augmentation du saignement, de l'œdème, etc. Donc, le diabète est une maladie qui est liée à la carence ou à un défaut d'insuline qui ne permet plus la pénétration du glucose dans les cellules. D'accord? Donc, on distingue 2 types. Vous avez le type 1 qui est généralement une maladie auto-immune et qui est observée surtout chez le sujet jeune par destruction. Donc, vous aurez, pourquoi maladie auto-immune? Vous avez l'apparition des anticorps qui vont détruire ce qu'on appelle les cellules bêta du pancréas, donc il n'y aura plus synthèse de l'insuline. Par contre, le diabète de type 2 qui s'observe généralement chez le sujet âgé, généralement plus de 40 ans, à partir de 40 ans, donc il est lié beaucoup plus au sujet en surpoids. Donc c'est l'obésité qui est le facteur de risque dans le développement du diabète. Donc, ce type de diabète, généralement, nécessite juste la prise des antidiabétiques oraux. Et s'il y a des fois nécessité, on peut rajouter ce qu'on appelle, donc il y aura une nécessité, ce qu'on appelle les patients insulino-diabète type 2, insulino-nécessitant. C'est-à-dire, on peut leur prescrire une injection par jour en complément des antidiabétiques oraux. Là, pour le diabète sucré, donc, il est considéré, j'ai dit tout à l'heure, comme un facteur de risque vrai des maladies parodontales, comme je viens de l'expliquer dans les triades de whisky. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous avez le diabète, il est un facteur de risque vrai des maladies parodontales, donc il est susceptible de potentialiser les effets de la flore bactérienne pathogène, c'est-à-dire qu'il est là en association avec ce qu'on appelle la présence du biofilm bactérien au contact au niveau du parodonte. C'est-à-dire c'est pas le diabète en lui-même qui provoque directement la maladie parodontale, mais c'est un facteur de risque qui va justement potentialiser les effets de la flore bactérienne pathogène. Donc, c'est le biofilm bactérien qui déclenche la maladie parodontale. Donc, il permet aussi, il est susceptible aussi de ralentir le processus de cicatrisation. Pourquoi?
Parce que chez le diabétique, on a ce qu'on appelle une microvascularisation. Et cette microvascularisation va ce qu'on appelle générer un retard de cicatrisation en cas de blessure ou bien d'atteinte ou bien de traitement chez le sujet diabétique. Donc, il y aura ce qu'on appelle un retard de cicatrisation. Donc, tout cela va modifier le tableau clinique de la gingivite et de la parodontite. Donc, une gingivite qui est observée chez un diabétique peut évoluer rapidement vers une parodontite si elle n'a pas été traitée et si le diabète n'a pas été équilibré, c'est-à-dire le mauvais contrôle glycémique. Ça, c'est l'influence du diabète sur la maladie parodontale. Passons tout de suite maintenant à la polyarthrite, à ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est quoi la polyarthrite rhumatoïde? Donc là, il s'agit d'un rhumatisme inflammatoire chronique auto-immun dégénératif qui est caractérisé par l'accumulation et la persistance d'un infiltrant inflammatoire au sein de la membrane synoviale qui aboutit bien sûr à la destruction progressive des structures ostéocartilagineuses. Là, comme vous voyez, il y a là, le schéma compare une articulation normale et sur le côté droit, une articulation qui est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, que ce soit les articulations au niveau des membres supérieurs, des mains, etc., ou bien au niveau du membre inférieur, comme par exemple le genou. D'accord? Donc, comme vous l'observez, il y a ce qu'on appelle ici un panus inflammatoire ou bien articulaire, qui est l'augmentation ou bien un épicissement de la membrane synoviale qui était ici normale. Donc, cette membrane synoviale donc, va s'épaissir. On observe aussi une destruction, inflammation de la capsule, une destruction du cartilage et une destruction aussi osseuse. Donc, ça, c'est le tableau clinique d'une articulation qui est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, cette polyarthrite rhumatoïde, sur le plan clinique, donc, elle va, ce qu'on appelle, va entraîner une douleur des articulations et une raideur qui est matinale. Quand on dit raideur articulaire, c'est-à-dire une limitation des mouvements qui s'observent généralement le matin. Donc, il y aura une limitation des mouvements, c'est-à-dire le patient ne peut pas bouger ses articulations le matin. Donc, ce qu'on appelle, il va faire des mouvements progressifs donc qui vont bien sûr disparaître au moment de la journée. Donc, ces signes douloureux vont s'accompagner aussi d'une atteinte symétrique d'au moins 3 corps particulières. Vous avez donc le caractère symétrique, c'est-à-dire côté droit, côté gauche, des mains et des pieds, qui est le caractéristique, comment dire, pathognomonique pour l'atteinte de la polyarthrite rhumatoïde. On observe aussi des nodules rhumatoïdes. Donc, il y aura l'apparition des nodules. Quand vous palpez, vous allez trouver de ce qu'on appelle des nodules. C'est une sorte comme des petits abcès qui apparaissent au niveau des articulations. Vous avez aussi l'augmentation de la vitesse de sédimentation et la présence de la CRP, donc elle est positive. Donc, ces deux paramètres biologiques, donc vous avez un bilan biologique, donc vous allez prélever le sang, c'est un bilan, les analyses, donc vous allez trouver une vitesse de sédimentation, vous allez demander l'AVS, la CRP, donc parce que c'est des paramètres biologiques qui sont spécifiques à la présence d'une inflammation dans le corps. Donc, vous avez l'AVS qui est augmentée et la CRP qui est positive. On remarque aussi un autre paramètre biologique qui est augmenté, c'est ce qu'on appelle les anti-CCP, qui sont des anticorps antipeptides cycliques citrulinés. Donc, ils vont être observés ici au cours de la maladie de la polyarthrite rhumatoïde.
Quant au lien polyarthrite rhumatoïde et maladie parodontale, c'est-à-dire le lien qui existe, donc, il existe avant, c'est-à-dire cette polyarthrite rhumatoïde présente beaucoup de caractéristiques qui sont communes. Pourquoi? Parce que la maladie parodontale avec la polyarthrite rhumatoïde sont deux pathologies deux pathologies inflammatoires qui sont chroniques et qui présentent des caractéristiques physiopathologiques communes. Donc, elles présentent des caractéristiques communes. Donc, tout d'abord, vous avez les polynucléaires neutrophiles, qui sont les cellules les plus représentées dans les liquides crédiculaires, c'est-à-dire dans le sulcus, dans le liquide, ce qu'on appelle le fluide gingival, et aussi, ils sont présents dans le liquide synovial. Le liquide synovial des articulations, quand on fait un prélèvement, que ce soit du fluide gingival ou bien du liquide synovial, on trouve l'augmentation en cas d'inflammation des polynucléaires neutrophiles. Donc, ceci est commun aussi bien au niveau de la maladie parodontale qu'au niveau de la polyarthrite rhumatoïde. Aussi, vous avez les cytokines dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on remarque la présence des cytokines pro-inflammatoires. Vous avez l'interleukine 1, le TNF-alpha, the Tumor Necrosis Factor alpha, et l'interleukine 6, qui sont retrouvés en concentration importante dans le liquide synovial. C'est-à-dire, quand on fait un prélèvement, on fait un examen immunologique, on va trouver la présence de ce cytokine inflammatoire. Donc, ces cytokines sont en partie responsables des différentes destructions observées au cours de la maladie parodontale. De même, dans la maladie parodontale ou bien au cours des parodontites, on trouve dans les tissus parodontaux des concentrations importantes de ces mêmes cytokines pro-inflammatoires qui sont l'interleukine, surtout l'interleukine 1 et 6. Il faut retenir très bien ces deux types d'interleukines. Interleukine 1 et l'interleukine 6 et le facteur TNF-alpha, anti-TNF-alpha, les TNF-alpha. Voilà. Donc, maintenant, comment on va influencer c'est-à-dire la parodontite et la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde? Donc, on avait dit qu'il y a une présence de cytokines pro-inflammatoires aussi bien au niveau du fluide gingival, c'est-à-dire quand vous prélevez au niveau de la poche parodontale, d'accord? Et vous avez ici, au niveau de l'articulation des mains ou bien des pieds, vous allez trouver les mêmes cytokines pro-inflammatoires quand vous prélevez ce qu'on appelle le liquide synovial. Donc, c'est ce qu'on appelle la présence des mêmes caractéristiques cliniques. D'accord? La parodontite ici, la parodontite, par exemple, la parodontite chronique, donc elle serait impliquée dans l'initiation et le développement, c'est-à-dire que une maladie parodontale peut initier le développement de polyarthrite rhumatoïde et le contraire, lors d'une polyarthrite rhumatoïde, il y aura une accentuation des phénomènes inflammatoires observés au cours de la maladie parodontale. D'une part, vous avez le passage des bactéries et de cytokines pro-inflammatoires qui sont d'origine parodontale dans le sang. Quand il y a passage vers la circulation sanguine, le conjonctif et vers la circulation sanguine, il y aura, vont favoriser ce qu'on appelle l'évolution de l'inflammation au niveau articulaire. D'autre part, il y aura un rôle spécifique
de ce qu'on appelle le Porphyromonas gingivalis. Le Porphyromonas gingivalis, vous savez normalement, c'est quoi? C'est une bactérie parodontopathogène qui s'observe au cours des maladies parodontales. Donc, quand elle existe, donc il y aura une production de ce qu'on appelle d'anticorps reconnaissants citrulinés, c'est ce qu'on appelle les ACPA, ces anticorps qui sont dits anticorps citrulinés. Pourquoi? Donc, ils vont précéder les signes cliniques de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est quoi la citrulinisation? La citrulination plutôt. Donc, la citrulination, c'est une modification post-traductionnelle qui est catalysée par des enzymes qui sont les enzymes PAD, d'accord? C'est ce qu'on appelle les peptidyl arginine désaminase. C'est ce qu'on appelle les PAD. Donc, le Porphyromonas gingivalis, c'est le seul organisme, micro-organisme prokaryote qui est connu et qui possède une PAD. D'accord? Donc, ce Porphyromonas gingivalis, qui est la bactérie parodontopathogène, est la seule bactérie parodontopathogène qui possède cette enzyme PAD qui catalyse cette réaction de citrulination, d'accord, pour la production de ce qu'on appelle les protéines citrulinées, qui est les ACPA, d'accord. C'est ce qu'on appelle les anticorps reconnaissant des peptides citrulinés. Ça, c'est le lien polyarthrite rhumatoïde et parodontite. Donc, comment va influencer cette polyarthrite rhumatoïde sur la maladie, sur le parodonte, bien sûr des parodontites. Donc, de par leur similitude physiologique, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure les caractéristiques communes, les traitements médicaux de la polyarthrite rhumatoïde, principalement les biothérapies anti-TNF-alpha. Donc, les patients qui sont polyarthrite rhumatoïde, on les met généralement sur des biothérapies, ce qu'on appelle la biothérapie à base d'anti-TNF-alpha. Donc, c'est des médicaments qui vont agir contre le facteur tumor necrosis factor, qui est le responsable, le cytokine pro-inflammatoire responsable de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est des médicaments, c'est ce qu'on appelle les anti-TNF va diminuer ce qu'on appelle des phénomènes inflammatoires observés au cours de la maladie parodontale. Donc, ces traitements médicamenteux qui sont prescrits pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde pourraient avoir un impact sur de l'évolution de la parodontite. Ainsi, l'analyse du statut parodontal de patients qui sont atteints de la polyarthrite rhumatoïde traités par ces médicaments, les anti-TNF-alpha, a trouvé une augmentation de l'inflammation gingivale associée ou non à une diminution de la perte osseuse. Pourquoi la diminution de la perte osseuse? Donc, parce que il y aura ce traitement, donc anti-TNF-alpha, donc vont anti-tumor necrosis factor, donc il y aura ces médicaments vont agir sur ce qu'on appelle sur les ostéoclastes. Donc il n'y aura pas une destruction osseuse. Donc il y aura les ostéoclastes qui vont être bloqués. D'accord? Ça, c'est le mécanisme d'action de ces médicaments prescrits au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Passons tout de suite aux maladies respiratoires. Donc, pour les maladies respiratoires, vous avez plusieurs atteintes respiratoires. Donc, vous avez soit les pneumopathies aiguës, qui sont des atteintes infectieuses, par pénétration d'un micro-organisme virulent dans les voies aériennes. D'accord? Donc, vous avez par exemple le Streptococcus pneumonia. D'accord? Ou bien c'est ce qu'on appelle actuellement les pneumocoques.
Vous avez aussi Homophilus influenzae. Il y a plusieurs micro-organismes hein, qui sont spécifiques. Vous avez Mycoplasma pneumonia. Il y a plusieurs. Virus grippal, le virus de la grippe. Donc, les entérobactéries. Donc, tous ces micro-organismes, quand elles pénètrent à l'intérieur des voies aériennes, ils vont donner ce qu'on appelle une infection infectieuse aiguë, ce qu'on appelle les pneumopathies aiguës. D'accord? Comme par exemple une bronchite. Comme une grande bronchite, c'est ce qu'on appelle une pneumopathie aiguë. Donc, chaque type de pneumopathie a un type spécifique de micro-organisme spécifique déclenchant. Nous avons aussi les pneumopathies, bronchopneumopathies chroniques obstructives, connues sous le terme de les BPCO, qui sont des affections pulmonaires qui sont chroniques, d'accord, et qui occasionnent ce qu'on appelle un excès de sécrétion bronchique. Donc, il y aura une sécrétion bronchique augmentée, des sécrétions donc de mucus qui limitent le débit d'air dans les poumons, entraînant ce qu'on appelle une bronchite chronique. Donc, il n'y aura pas pénétration d'air normalement, donc il y aura une diminution. Et vous avez une production excessive de mucus. Vous avez aussi la toux, donc le patient il tousse. Vous avez une toux qui est chronique et vous avez aussi l'essoufflement. Donc, quand il marche, il va essouffler. Donc, vous avez le son des... C'est comme les oiseaux, d'accord? C'est ce qu'on appelle essoufflement. Vous avez la toux qui est chronique et vous avez la production, il crache. Le patient crache. Donc, tout le monde, en principe, a vu ce genre de patient. Hein? Donc, vous avez l'hypersécrétion de mucus, vous avez la toux, il tousse, et vous avez l'essoufflement. Donc, il y a un essoufflement, c'est comme des oiseaux. Donc, vous l'entendez même, l'essoufflement, d'accord, quand vous êtes devant le patient. Et vous avez aussi un autre signe qui est l'emphysème, qui n'est pas tout le temps associé. L'emphysème, c'est la dilatation des alvéoles pulmonaires. Donc, vous avez l'alvéole pulmonaire vont être dilatées. Donc, il y aura aussi une rupture des septa interalvéolaires. Donc, vous avez les alvéoles, comme les alvéoles dentaires, hein, les alvéoles, et vous avez les septa interalvéolaires. Entre chaque, vous avez des septa. Donc, il y aura une dilatation de ces alvéoles avec des ruptures des septa interalvéolaires. C'est ce qu'on appelle. Donc là, le pronostic vital, il est engagé. Hein. Donc, c'est des maladies qui sont chroniques, qui sont dangereuses. Vous avez aussi la tuberculose, tout le monde la connaît, qui est une maladie aussi infectieuse, mais la caractéristique principale, c'est qu'elle est très contagieuse et qui est à déclaration obligatoire. C'est-à-dire que toute personne atteinte de la tuberculose, elle doit déclarer sa maladie, donc qui est due généralement à un Mycobacterium tuberculosis, qui est plus connu sur le thème de bacille de coque. D'accord? Donc, c'est les micro-organismes qui sont, ces bactéries bacillaires sont responsables de la tuberculose. Donc, voyons maintenant, ça c'est à titre de rappel. Donc, voyons maintenant la répercussion de ces maladies respiratoires sur le parodonte ou bien la maladie parodontale ou bien la santé parodontale. Donc, vous avez l'infection à streptocoque qu'on vient de citer, comme par exemple les pneumopathies aiguës, et la tuberculose vont provoquer des lésions au niveau de la gencive. C'est ce qu'on appelle les gens donnant les lésions gingivales qui sont non induites par la plaque. Donc, en principe, vous avez fait la classification d'Armitage. Dans la classification d'Armitage, vous avez les gingivites et les parodontales. Est-ce que vous avez fait la classification d'Armitage? Vous avez fait les gingivites. Donc, dans les cas, les gingivites non induites par la plaque, vous avez à bactéries spécifiques. C'est ce qu'on appelle les infections streptococciques. Donc, vous avez ces deux pathologies vont donner ce qu'on appelle les gingivostomatites streptococciques. D'accord? Donc, il y aura une inflammation de la muqueuse buccale et de la gencive qui sont dues au streptocoque. Et vous avez l'ulcération gingivale tuberculaire ou bien tuberculeuse. Donc, la tuberculose donne une ulcération de la gencive d'après la classification d'Armitage. Donc, le diagnostic là, le diagnostic de confirmation est souvent microbiologique. Donc, vous allez faire un prélèvement
et vous allez transmettre au laboratoire pour une culture bactérienne et le diagnostic microbiologique. Donc, ces lésions gingivales non induites par la plaque, donc elles ne sont pas causées par la plaque, donc qui sont streptococciques, peuvent aussi progresser vers ce qu'on appelle une parodontite. Donc, ces gingivites ne sont pas traitées, vont évoluer ou bien progresser vers une parodontite. Maintenant, ce qu'on appelle les maladies dermatologiques. Concernant les maladies dermatologiques, donc les maladies dermatologiques, comme vous le savez, c'est des atteintes, des affections caractérisées par des désordres cutaneo-muqueux et qui sont à manifestation variées. Donc, elles sont la traduction de maladies diverses, que ce soit des maladies infectieuses, organiques ou bien métaboliques. D'accord? Comme par exemple les infections infectieuses, comme par exemple la rougeole, peut avoir une répercussion une foutue parodonte. D'accord? Vous avez le premier signe, la manifestation parodontale la plus commune. Donc, pour le volet maladie dermatologique, elles ont été citées dans la classification d'Armitage. Donc, les manifestations cliniques les plus observées, vous trouvez la gingivite desquamative et vous avez aussi la gingivite desquamative, vous avez l'accroissement gingival qui est l'augmentation du volume gingival, qui est classiquement appelé l'hyperplasie et l'hypertrophie, qui sont des caractéristiques histologiques qu'on ne peut pas dire cliniquement ça, donc juste après l'examen ANAPAT. Donc, cliniquement, quand on voit une augmentation du volume de la gencive, on dit qu'il s'agit d'un accroissement gingival. Donc, c'est deux présentations cliniques parodontales qui sont initialement décrites chez les patients qui présentent le psoriasis. D'accord? Donc, le psoriasis, c'est une maladie dermatologique, se manifeste cliniquement, surtout par la gingivite desquamative. Donc, il y aura une desquamation de la gencive. Vous savez c'est quoi la desquamation? C'est une perte superficielle de l'épithélium. Physiologiquement, elle est physiologique quand elle est équilibrée, c'est-à-dire il y a un équilibre entre la perte des cellules mortes superficielles à la superficie de la couche superficielle de l'épithélium. Donc, les couches superficielles de l'épithélium se desquament. Mais quand ces squames sont augmentés, vont donner ce qu'on appelle la gingivite desquamative. Donc, la gencive de tqashar, d'accord? Donc, il y aura ce qu'on appelle la desquamation, les squames. Donc, c'est le tableau caractéristique de ce qu'on appelle le psoriasis. Maintenant, nous allons voir l'effet de certains médicaments qui sont prescrits au cours de certaines situations pathologiques. Tout d'abord, vous avez l'accroissement gingival qui représente la manifestation clinique et associée à la mauvaise hygiène, comme le montre cette photo. Donc, elle représente la manifestation ou bien la complication la plus fréquente de la prescription de certains médicaments et qui ont un effet sur la gencive qui se manifeste par cette augmentation du volume de la gencive, favorisée bien sûr par la présence de biofilms bactériens. Et comme vous le savez, la gingivite médicamenteuse, c'est une gingivite qui est induite par la plaque. Il ne faut pas se tromper. Hein. La gingivite médicamenteuse, c'est une gingivite qui est induite par la plaque. C'est-à-dire, ce n'est pas le médicament directement qui provoque la gingivite, mais il est associé à la mauvaise hygiène par la présence du biofilm bactérien sur les surfaces dentaires. D'accord? Parmi les classes médicamenteuses les plus incriminées dans le développement de ce type d'accroissement gingival, vous avez les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs qui sont, comme par exemple la cyclospirine, qui sont prescrites comme médicaments anti-rejet de la greffe.
en cas de greffe, par exemple, d'organes. Une greffe rénale, une greffe rénale ou bien une greffe hépatique, la greffe du foie. Une greffe de moelle osseuse rouge rhumatogène en cas de leucémie aiguë, d'accord? Cancer du sang, on fait une greffe. Donc, pour éviter le rejet de ce greffe, on doit mettre le patient sous médicaments appelés immunosuppresseurs pour ne pas développer des anticorps qui vont attaquer le greffon. Parce que le greffon, il est considéré comme un corps étranger, d'accord? Si on ne met pas le patient sous immunosuppresseur, il y aura un rejet de greffe, d'accord? Donc, pour éviter cela, on doit mettre le patient greffé sous immunosuppresseur, comme par exemple la cyclosporine. Donc, en même temps, ces médicaments ont des effets secondaires, malheureusement. Parmi les effets secondaires, par exemple, la cyclosporine qui a un mécanisme d'action spécifique qui va bloquer les enzymes responsables de la dégradation des fibrocollagènes par les fibroblastes. Comme vous le savez, les fibroblastes qui sont les cellules responsables de la synthèse et en même temps de la dégradation. Donc, le turnover ou bien l'équilibre entre synthèse et dégradation des fibres de collagène qui est assuré par les fibroblastes. Maintenant, la cyclosporine va agir sur l'enzyme qui catalyse cette réaction de dégradation par les fibroblastes. Donc, il y aura augmentation de la synthèse sans dégradation des fibres de collagène, ce qui va résulter en une augmentation du nombre des fibres de collagène qui se manifeste par cet accroissement de la gencive. Vous avez aussi des inhibiteurs calciques qui sont prescrits pour l'hypertension artérielle, comme par exemple Amlor, anti-HTA, donc c'est des antihypertenseurs, peuvent avoir des répercussions sur la gencive. Et vous avez la phénylhydrin, qui représente le médicament le plus dangereux quant au développement de l'accroissement gingival et qui est prescrit pour les anti-épileptiques, pour l'épilepsie, d'accord? Vous connaissez c'est quoi l'épilepsie? Donc, ce médicament est prescrit pour l'épilepsie, donc peut générer cet accroissement gingival. D'autres médicaments comme les anticoagulants, les antiagrégants qui vont générer ce qu'on appelle, qui sont prescrits pour éviter la thrombose, d'accord? La coagulation du sang chez certains patients cardiopathes. Donc, il y aura ce qu'on appelle, vont générer en même temps un risque hémorragique parce qu'il y aura une fluidification du sang. Le sang va être fluide sous l'action de ce médicament pour éviter la thrombose, d'accord? Pour éviter ce qu'on appelle la crise cardiaque par ce qu'on appelle la thrombose, jalta demeria, d'accord? La thrombose, donc on prescrit ce médicament pour rendre le sang un peu fluide, d'accord? En même temps, le fait de rendre ce sang fluide, en cas de blessure, en cas de geste chirurgical, ou bien d'extraction dentaire, il y aura ce qu'on appelle un risque, ces patients présentent un risque hémorragique. Donc, le risque hémorragique, et bien sûr, il est maîtrisé par ce qu'on appelle, on va faire des moyens d'hémostase. On va combler l'alvéole, on va faire une bonne hémostase mécanique avec application, rapprochement des berges après extraction dentaire. Et vous avez aussi les moyens de suture, les mèches résorbables qu'on doit mettre à l'intérieur d'éponges hémostatiques à l'intérieur de l'alvéole, puis vous allez faire des sutures et s'il y a lieu, appliquer une gouttière. Donc, ce sont des mesures préventives contre le risque hémorragique post-extractionnel ou bien après tout geste sanglant, comme par exemple aussi le détartrage. Et vous avez aussi les bisphosphonates qui sont prescrits en cas de tumeur, de cancer, d'accord? Ça, c'est les médicaments. La grossesse, c'est pas une pathologie parodontale, plutôt générale, mais plutôt une situation systémique. Il y aura une modification, comme par exemple les modifications hormonales qui sont généralement observées chez la femme enceinte. D'accord?
Donc, au cours de la grossesse et surtout au niveau du deuxième trimestre, il y aura les facteurs hormonaux qui vont générer ce qu'on appelle l'installation, comme par exemple les gingivites gravidiques, qui est inflammation de la gencive avec augmentation du saignement et l'œdème, qui sont observés chez la femme enceinte. Et vous avez aussi, comme vous montre cette photo, un granulome pyogénique spécifique de la grossesse, ou bien voilà, de la grossesse, qui est lié à plusieurs étiologies. À droite ici, il est lié à la présence du biofilm bactérien, la plaque. Et à gauche, il est lié aussi ici à la mauvaise restauration protidique. Comme vous voyez, cette couronne n'est pas bien établie. Vous voyez cette limite cervicale, une prothèse fixée qui n'est pas bien adaptée. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle une motivation à l'hygiène, refaire la prothèse. Il faut refaire la prothèse, d'accord? Parce que c'est une prothèse iatrogène, défectueuse, qui a un impact sur la gencive et qui est aussi favorisée par les changements hormonaux observés au cours de la grossesse. Donc ici, la gingivite gravidique commence habituellement pendant le deuxième trimestre de la grossesse et augmente en sévérité jusqu'au 8e mois. Donc, pourquoi? Parce que le deuxième trimestre, pourquoi le deuxième trimestre? Parce que le deuxième trimestre, il correspond au pic plasmatique de la progestérone et des oestrogènes, d'accord? Les progestérones et les oestrogènes, qui sont les facteurs hormonaux observés chez la femme et au cours de vont augmenter. Donc, il y aura un pic au cours de la grossesse, deuxième trimestre. C'est pour ça ces lésions sont observées beaucoup plus dans le deuxième trimestre. Est-ce que vous avez compris? Donc, puis après, la sévérité va diminuer brutalement au cours du 9e mois, c'est-à-dire avant l'accouchement. Puis en postpartum, il y aura une disparition, mais il faut bien sûr faire l'hygiène, la motivation et traiter. On peut traiter même au cours de la grossesse deuxième trimestre sans aucun risque. Pour les gingivites gravidiques, leur prévalence, elle est très élevée au cours du deuxième et troisième trimestre. Donc, et généralement, c'est la région antérieure, c'est-à-dire les incisives, qui sont les sites interproximaux au niveau en interproximal, qui sont les sites les plus fréquents, d'accord, les plus concernés par cette inflammation. Et vous pouvez voir aussi la présence de poches gingivales, ce qu'on appelle les fausses poches ou bien les pseudo-poches. Donc, les caractéristiques de cette gingivite gravidique sont semblables à une gingivite qui est observée normalement, d'accord? Qui est liée à la plaque. Donc, vous avez des signes de l'inflammation qui sont, par exemple, le saignement, le fluide gingival, la mobilité, etc. Ça, c'est l'influence de la grossesse. La grossesse qui est un état qui est spécifique, elle n'est pas une maladie générale. Est-ce que vous avez des questions? C'est terminé pour le premier chapitre.